Je donne la parole à Alban Mansart, on viendra avec vous tout à l'heure. Oui, excusez-moi, c'est juste pour revenir au nouveau gouvernement, si vous voulez. Monsieur Gobès, monsieur Wabmitan ont bien expliqué le rôle de détonateur de cette affaire de nickel, voilà. Exactement d'ailleurs comme en 96, il y a eu le préalable minier qui a abouti à l'accord pour la création de l'usine de Cognambo en province nord. Mais aujourd'hui, le nouveau gouvernement, il faut savoir que les indépendantistes, c'est la deuxième fois en 170 ans qui sont à la tête d'un gouvernement. Il y a eu Jean-Marie Tjibaou entre 82 et 84, et puis maintenant, il y a les indépendantistes qui viennent de... Ils sont majoritaires. Donc là, il y a du travail, si vous voulez. Et le travail, c'est à la fois, effectivement, ouvrir des perspectives, mais c'est aussi gérer la situation. Il y a une dette abyssale, il y a une réforme fiscale qui est attendue, il y a une politique urbaine à laquelle d'ailleurs l'Avenir Ensemble et M. Gomez ont déjà beaucoup contribué dans les années 2009-2010. Calédonie Ensemble. Oui, Calédonie Ensemble, pour comprendre, parce qu'ils avaient compris que c'était explosif sur Nouméa et ça leur reste tant qu'il n'y a pas une politique d'assainissement complet des quartiers les plus pauvres de Nouméa. Et il y a une politique aussi de formation qui est très importante à mettre en route. Alors si vous voulez, dans les 18 mois qui vont se dérouler, il y a deux fronts. Il y a le front de la gestion courante et ce qu'on peut espérer, c'est que ce gouvernement indépendantiste soit un gouvernement assez technique pour pouvoir répondre à toutes ces sollicitations et engager une véritable politique disons, sociale en Nouvelle-Calédonie. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est le projet post-référendum. Il est très difficile d'imaginer que les discussions après le référendum, quels que soient les gagnants, sera sereine. Et donc c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut engager une réflexion sur ce que pourrait être un État calédonien souverain en partenariat avec la France, c'est ce qui est souhaité par les indépendantistes, et c'est là que toutes les composantes de la Nouvelle-Calédonie peuvent se retrouver dans ce projet qui doit nécessairement être original, mais il est décisif. Mais alors, il est décisif, alors on peut se dire, ben voilà, le gouvernement a décidé, le gouvernement de français a décidé de lancer une consultation, par exemple, la consultation de la société civile, Roch Wabmitan, lancée par le haut-commissaire de la République, qui l'a lancée très récemment. Donc, on se dit, on va consulter tout le monde pour savoir comment on pourrait sortir de cette affaire. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution, en l'occurrence, Roch Wabmitan, que d'avoir lancé cette consultation de la société civile sur la suite à venir, et on a bien compris qu'elle était urgente puisqu'elle est à un horizon de 6 mois à 1 an et demi. Le problème, c'est que l'État français se dédouane de ses obligations au regard de la Charte des Nations Unies, la Charte de décolonisation, du fait que la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser déjà en 1986, c'est-à-dire ça avait déjà plus de 30 ans. Et sur cette question de savoir, enfin de lancer une consultation, on va dire une enquête, voilà, c'est une société de sondage ici en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Quid Novi, qui a été chargée par l'État de réaliser l'enquête, et puis ensuite pour éclairer. En fait, c'est dans le cadre de l'éclairage, l'éclairage du oui et l'éclairage du non. Mais quand je dis que l'État se dédouane un peu facilement de ses responsabilités politiques et internationales, c'est que normalement c'est son c'est sa responsabilité, ça. C'est-à-dire d'éclairer le oui et le non. Tout simplement parce que c'est une disposition de la charte de décolonisation et des différentes résolutions. C'est un appel que vous faites au secrétaire d'État Sébastien Lecornu, là, par exemple. Ben oui, mais bon, nous avons, si vous voulez, c'est un appel, mais on lui a rappelé déjà, on lui a rappelé déjà à plusieurs reprises. Et on lui rappelle encore, de ses obligations, les obligations de l'État français au regard de cette, du droit des peuples du principe des droits des peuples à décoloniser, à maîtriser leur destin. Donc, nous avons accepté de participer, si vous voulez, à cette réflexion sur l'éclairage du oui et du non. Qu'est-ce qu'on entend par le oui, qu'est-ce qu'on entend par le non? Et parce que nous sommes aussi concernés et nous sommes conscients que
Il faut absolument que la population calédonienne, au moment du vote, au moment où ils vont poser leur bulletin pour la population concernée, bien sûr, au moment où ils vont poser leur bulletin au troisième référendum, eh ben, quand ils posent leur bulletin de oui, ben, ils soient complètement, conscients à quoi ils s'engagent et qu'est-ce que ça va donner, quelles seront les orientations, quels seront les chemins d'avenir du oui et quels seront les chemins d'avenir du non. Ouais. Et donc ça, bien sûr, nous avons quand même accepté, mais nous avons rappelé à l'État que c'est quand même son devoir. Parce que l'État, bien sûr, souvent se réfugie derrière son rôle. Depuis d'ailleurs les accords de Matignon-Oudinot avec Michel Rocard. Michel Rocard l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu tout à l'heure, au début de l'émission. Il se réfugie un peu trop souvent, je pense, hein. C'est pas que je pense, mais je constate, derrière un rôle d'arbitre entre les deux familles politiques, entre les indépendantistes d'un côté et les non-indépendantistes de l'autre. Alors que il n'a pas seulement qu'un rôle d'arbitre et puis de neutralité virginale, comme on dit des fois, mais il a un rôle d'acteur aussi. Et quand il doit faire avancer le processus lorsqu'il constate que le processus s'enraye. Et c'est son devoir. Et justement, dans beaucoup de fois on l'a constaté, il ne le fait pas. Voilà. Philippe Gomes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit reconnaissant, parce que quand on se renseigne un peu auprès des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, eh bien on voit quand même que le gouvernement français sert un peu généralement de punching ball à toutes les forces d'une certaine façon, en disant il n'est pas assez présent, il n'est pas assez à nos côtés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Puis je donnerai ensuite la parole à Alban Bassa. On arrive bientôt, d'ici 5 minutes, à la fin de notre émission. Allez-y, Philippe Gomes. L'État a un rôle majeur dans le processus de décolonisation et d'émancipation dans lequel nous sommes engagés. L'État n'est pas greffier de ces accords, l'État n'est pas sleeping partner de ces accords, l'État est un acteur central dans la mise en œuvre de ces accords. Et c'est bien parce qu'on a eu des premiers ministres, comme Michel Rocard ou Lionel Jospin, ou plus récemment comme Manuel Valls ou Édouard Philippe, que nous avons pu continuer à progresser dans la déclinaison de ces accords dans notre pays. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre sur l'usine de Goro, comme sur les discussions politiques, puisque tout ça est intimement lié, c'est un État qui est trop absent, un État qui est trop en dedans, un État qui ne prend pas la main, un État qui n'a pas l'autorité nécessaire pour faire avancer les choses. Et si on ne prend pas la main sur le processus dans notre pays au plus haut niveau, quand je dis au plus haut niveau, c'est Premier ministre ou Président de la République, à partir de ce moment-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés importantes chez nous. C'est un État fort qui a pu nous permettre d'arriver jusqu'ici et pas un État qui est caché derrière la haie. Oui, et justement, sur ce point, Alban Bassa, qu'est-ce que vous pensez? Visiblement, on a bien aimé, dans certaines forces politiques, Édouard Philippe, on aime beaucoup moins le Premier ministre actuel, ou en tout cas, on considère qu'il n'est pas assez présent, justement, dans les négociations. Oui, je pense que Édouard Philippe va laisser un grand souvenir par sa capacité d'écoute et son intransigeance pour que le référendum se passe le mieux possible. Et ça a été une réussite et ça a fait avancer les débats. Aujourd'hui, le ministère de l'Outre-mer, M. Sébastien Cornu, etc., ils sont en face d'une autre situation. C'est qu'il y a un pouvoir indépendantiste qui s'installe en Nouvelle-Calédonie. De quoi parle-t-on avec lui ? Et là, il y a le vide, il est un peu de tous les côtés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met sur la table? Qu'est-ce qu'on va faire si les compétences régaliennes, dans le cas du victoire du oui au référendum, sont aux mains des indépendantistes? Qu'est-ce qu'on va faire pour la monnaie? Qu'est-ce qu'on va faire pour la police? Qu'est-ce qu'on va faire pour la justice? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'armée? Les affaires étrangères, on peut peut-être encore s'en sortir. Mais comment imaginer un État français? Et comment imaginer un accord de partenariat, comme le dit souvent Comiton, dans lequel la France ne serait qu'un des partenaires, et pas le partenaire exclusif, puisqu'on dit peut-être l'Australie, peut-être la Nouvelle-Zélande, tous ces pays qui sont voisins, on a des choses à voir avec la Chine aussi, etc. Voilà, mais il faut maintenir une continuité, c'est-à-dire le lendemain du référendum, qui va assurer l'ordre public, les casques bleus ou la police française, et pourquoi envoyer
des militaires ou des policiers français dans un pays qui deviendrait un pays étranger. Donc, je pense que c'est de ça dont il faut parler. Il faut être extrêmement concret et pragmatique. Et on n'a pas beaucoup de temps, c'est ce que vous Et on n'a rappelez. pas beaucoup de temps. Oui, très brièvement, Rocco Huiton sur ce point, et puis également Philippe Gomes, très brièvement, votre avis sur cette question, justement, des choses très importantes à faire dans très peu de temps. Ben oui, nous avons, au dernier comité de signataires, puis suite au contact que nous avons eu avec Monsieur Le Cornu, qui est le ministre de l'Outre-mer, nous avons nous avons lancé en tout cas toute une série de discussions sur des thématiques que vient de rappeler, notamment sur Monsieur Alma Mensa, sur la question des compétences régaliennes, d'éclairer le oui, le non, etc. Et ça, c'est le jour d'après, voilà, pour savoir, pour montrer à la population où on va. Donc ça, c'est certain, il faut, effectivement, qu'il faut en parler. Ouais. Et ça, le ministre nous avait donné à peu près 6 mois, parce que pourquoi 6 mois? Tout simplement, depuis le dernier référendum, le référendum d'octobre 2020, puisque pendant 6 mois, les groupes politiques constitués au niveau du Congrès ne peuvent pas demander à l'État donc l'organisation du 3e référendum. Mais à partir du mois d'avril, donc on y arrive là. Oui. Justement, juste un petit mot de Philippe Gomes. Merci Rocco Huiton. Excusez-moi de vous couper, mais on arrive au bout de l'émission. Philippe Gomes, votre avis aussi? Le temps n'est plus à construire le oui et le non. Le temps n'est plus à faire de nos camps indépendantistes ou non indépendantistes des camps retranchés. Le temps est comment on arrive à se dépasser, à transcender nos clivages pour construire le oui et le non ensemble. C'est-à-dire le oui qu'attendent les indépendantistes, c'est-à-dire une réponse à leur demande de souveraineté, de reconnaissance, de dignité, et le non qu'on attend nous, c'est-à-dire un non qui conduise la France à continuer à protéger la Nouvelle-Calédonie de façon à ce que ça reste un état de droit, de façon à ce que les compétences régaliennes continuent à être exercées de manière impartiale, de façon à ce que nous ayons les moyens de notre émancipation, même si c'est dans le cadre d'une souveraineté partagée. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui construire. Quand on essaye de construire le oui et le non, on est en retard déjà de plusieurs années. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Rocco Huiton. Je rappelle, vous êtes président du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Merci à vous, Philippe Gomes, d'avoir été avec nous, donc député et représentant de Calédonie Ensemble. Et merci à vous, Alban Massa. Je rappelle que votre dernier livre sur la Nouvelle-Calédonie s'intitule Les sanglots de l'aigle pêcheur et que c'est un magnifique livre sur la Nouvelle-Calédonie publié aux éditions Anacarsis. Cette émission a été préparée par Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier, Adèle Rosier et Bruno Barada. À la réalisation, Alexandre Manzanares, à la technique, Laurie Vachon.